Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue pour cette nouvelle visioconférence avec Biotech Finance et Tool for Patient. Alors, je vous rappelle la formule. On a une petite interview en direct avec Dominique Demol qui est avec nous. Bonsoir Dominique, pendant une vingtaine de minutes. Bonsoir. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau quand quelque chose vous interpelle ou vous intéresse. N'hésitez pas à le faire. Vous avez le chat ou les questions pour le faire. Alors, en 2013, on va partir sur le sujet. En 2013, une étude du journal européen de neurologie publiait une méta-analyse qui examinait les taux d'abandon des patients en raison des effets secondaires des médicaments lors d'essais cliniques. Voilà. Cette analyse portait sur 10 années en tout et elle avait établi et elle montrait que 8,8% des patients avaient éprouvé des effets secondaires si terribles qu'ils avaient dû cesser complètement le traitement. Bon. Étrangement, les 8,8% en question étudiants de ce sous-groupe, de patients de ce sous-groupe, n'avaient pas reçu de médicaments, mais un placebo. Voilà, alors on est au cœur du sujet avec Dominique, puisque je suis ravi de vous accueillir ce soir sur ce sujet-là et que vous êtes une experte en la matière. Vous avez lancé en 2013, c'est la même année que la publication de cette fameuse étude, Tool for Patient, une société qui s'attaque à la prédiction de l'effet placebo et même à son analyse rétrospective, prédiction rétrospective. Parlez-nous un peu de Tool for Patient, dites-nous un peu quelle a été votre vision et présentez-nous votre méthode. À vous. Très bien, bonsoir à tous et puis merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Alors, en fait, Tools for Patient, ça a démarré comme une histoire d'anciens du pharma qui avait pendant quand même pas mal d'années souffert de l'effet placebo et de l'échec que ça pouvait engendrer dans la conduite des études, en particulier en système nerveux central, parce qu'on était majoritairement des ex-Lilly, donc bien connus pour le système nerveux central. Et à l'époque, on s'est dit, mais on en a assez, on aimerait essayer peut-être d'aborder le problème différemment. Et c'est vrai que quand on pense à l'effet placebo, systématiquement, quand on conduit des études, on essaye de le diminuer. Et il y a différentes techniques pour ça et qui ont une certaine valeur d'ailleurs. Mais on s'est dit qu'à l'époque, il y avait quand même une partie très importante qui finalement était le moteur de l'effet placebo, parce qu'il y a réponse placebo, c'est tout l'ensemble de ce qu'on va observer. Et puis l'effet, c'est la chose qui est vraiment le psychobiologique. Donc, il y avait cette notion du psychologique qui n'était finalement jamais pris en compte. Or, on savait, parce qu'il y avait énormément d'études académiques qui l'avaient démontré, que suivant les traits de personnalité, un patient pouvait être plus ou moins placebo-répondeur. Donc, on s'est dit, si on arrivait à caractériser finalement cette propension psychologique à avoir un effet placebo, ce serait tout gagnant si on pouvait prendre en compte cette information dans l'analyse des données de l'étude. Alors, évidemment, il fallait un moyen d'accéder à ça. Et c'est là qu'on rentre dans ce qui est un petit peu plus technique. La personnalité, c'est énormément de données, évidemment. C'est assez complexe. Et puis, certains de vos traits de personnalité sont liés à d'autres. Et de là, nous est venue l'idée à l'époque d'utiliser du machine learning pour essayer d'associer finalement à un patient qui avait une amélioration après la prise d'un placebo, ces traits et trouver ce lien de cause à effet. Et la vision qu'on a en fait chez Tools, pour répondre un peu à votre question plus générale, c'est d'arriver à prédire finalement le comportement d'un patient dans une étude clinique. Et le placebo a été le premier outil qu'on a commencé à développer et valider. Et maintenant, on va au-delà de ça. On a d'autres outils en cours. Parfait. Alors, comment ça marche? Quels sont les types de questions que vous posez? C'est intéressant de plonger un peu dans la mécanique de votre système de Placebel, puisque c'est l'outil Placebel. Oui, l'outil s'appelle Placebel. En fait, il y a différents domaines où on sait que les traits de
de personnalité, je vais prendre des choses très caricaturales, hein. L'optimisme, un patient plus ou moins optimiste va être plus ou moins un placebo-répondeur, à contrario, un patient anxieux le sera moins. Mais donc ça, c'est une des composantes du questionnaire qu'on a développé, tous ces traits, mais aussi, et c'est très connu, le niveau d'attente du patient quand il va entrer dans une étude, forcément. Hein, surtout maintenant que le patient de plus en plus choisit l'étude à laquelle il va participer, on imagine bien qu'il va prendre une participation à un essai dont il pense qu'il en aura un bénéfice. Et donc forcément, hein, le niveau d'attente contribue et est un indicateur, hein, de la réponse, du fait qu'un patient peut être un placebo-répondeur. Il y a aussi d'autres dimensions qu'on a ajoutées avec le temps, qui sont finalement le support social, à quel point le patient est entouré par ses proches, comment le patient peut percevoir le site clinique dans lequel il est reçu. Et maintenant, bientôt, on va s'adresser aux études décentralisées, et à quel point, évidemment, des patients, des études qui ont en partie des patients dans ces études virtuelles, en partie virtuelles et en partie via des sites cliniques, forcément, ils ne vont pas réagir nécessairement de la même manière. Donc voilà, donc en fait, il y a un questionnaire, c'est très facile. Enfin, très facile, ça nous a mis 7 à 8 ans pour le développer, mais pour le patient et le site clinique, c'est très facile. On a un questionnaire, le patient répond à ce questionnaire qui comprend ces différentes dimensions. On collecte ces données, bien entendu. Et alors, à la fin de l'étude, quand tout est clean, on prend les données du questionnaire et quelques autres données de baseline dont nous avons besoin. Et sur base de cela, on va associer à chaque patient, entre guillemets, un score placebo. Et le statisticien va prendre cette valeur qu'on considère en langage un peu plus technique, hein, je suis un peu désolée, hein, qui est une baseline covariable. Donc, c'est vraiment une donnée, une caractéristique du patient avant qu'il ne prenne la première dose. Donc, c'est une covariable de baseline avant tout traitement. Eh bien, le statisticien peut prendre ça en compte dans son analyse, et ça va tout simplement réduire le bruit, réduire la variance. Donc, on est plus puissant au niveau statistique. Voilà. Alors ça marche, vous l'avez dit et on l'a dit au départ, ça marche à la fois dans le prédictif, ça marche dans le rétrospectif. Est-ce que vous pouvez nous montrer et nous donner des cas de des études que vous avez menées? Parce que je crois que vous avez, plus ça va, plus vous progressez. Vous avez fait déjà des phases 2 et vous allez aller dans les phases 3 maintenant. Donc racontez-nous un peu cette évolution. Alors, donc, tout d'abord dans le prédictif, parce que c'est là qu'on a le plus d'expérience, je dirais, hein, forcément. Donc, bon, déjà, on n'est pas lié à une indication thérapeutique, on y viendra tout à l'heure. On avait commencé dans le domaine de la douleur, donc effectivement, on a conduit maintenant pas mal d'études, et pas mal d'études sont en cours dans différents types de douleurs d'ailleurs, chroniques, et on est bientôt en douleur aiguë, où là effectivement on a montré que ce qu'on disait pouvoir faire, c'est-à-dire prédire quels seraient les patients qui étaient des placebo-répondeurs ou non. Donc ça, on l'a montré dans des études randomisées, hein, avec des sponsors qui ont collaboré avec nous. Alors, au niveau phase 3, on a déjà une phase 3 qui est en cours, donc en ophtalmologie, hein, et d'autres probablement à venir en douleur dans le courant de l'année prochaine. Et on a indication après indication, on a commencé dans la douleur, et puis très vite on s'est rendu compte que finalement cette approche, on pouvait l'appliquer à d'autres maladies, et on a eu les premiers résultats en ophtalmologie, puis dans la maladie de Parkinson, et à l'heure actuelle, mais bon, je vais essayer d'être exhaustif, mais on démarre en dépression, on démarre en Alzheimer, le lupus bientôt en allergie. Donc voilà, ça s'étoffe avec le temps, parce que le placebo, ce n'est pas que dans une seule indication, bien entendu.
Alors pour le rétrospectif, donc au départ, donc il y a effectivement moyen d'essayer de voir si une étude a malheureusement pas les résultats qu'on escomptait, ou on est juste à la limite de l'effet statistiquement significatif ou clinique significatif. Effectivement, on peut imaginer resoumettre les patients au questionnaire. On va perdre un peu d'informations. Évidemment, j'ai parlé du niveau d'attente. C'est clair que cette information-là, elle est valable avant le début de l'essai. Elle est entachée d'erreurs à la fin, puisque le patient a vécu tout ça. Mais oui, effectivement, on peut imaginer resoumettre les patients donc, au questionnaire et au moins arriver à obtenir plus d'informations sur la variabilité. Oui. Et alors, il y a un effet sur lequel on a pu avoir une discussion, c'est sur la culture ou le genre, l'effet placebo, selon qu'on est américain, chinois, suédois, français, belge, même dirons-nous, selon qu'on est homme ou femme. Est-ce que vous avez déjà affiné vos résultats de ce côté-là? Comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, alors bon, déjà certainement les cliniciens qui sont autour de la table avec nous ce soir y ont probablement été confrontés. C'est vrai que la réponse placebo, je prends souvent l'exemple, mais il n'est pas caricatural, il est réel. Si on compare l'Amérique du Sud aux États du nord de l'Europe, en tout cas, notre observation est que l'effet placebo est nettement moins prononcé dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. C'est ce qu'on a vu, en tout cas, dans les différentes études qu'on a menées. Alors, maintenant, il faut être vigilant parce que, en même temps, la réponse médicament peut être aussi moins prononcée dans des pays où la tendance culturelle est à gérer ses émotions différemment, gérer son statut émotionnel différemment, etc. Donc, ce n'est pas que la réponse placebo. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, en réalité, nous, ce que la technique fait, notre but n'est pas de diminuer la réponse placebo. Notre but, c'est d'expliquer une partie de ce bruit. Donc, en fait, en pratique, ce qu'on fait, c'est réduire l'erreur sur la moyenne. Donc, in fine, qu'on se trouve justement en Amérique du Sud ou en Norvège ou au Danemark, voilà, il y a une moyenne et nous, on va réduire l'erreur sur la moyenne. Et donc, de toute façon, on garde ce pouvoir discriminant. Si maintenant l'approche était de vouloir diminuer cette réponse placebo, là, c'est sûr que en dessous d'un certain seuil, vous n'arrivez pas à la réduire plus. Maintenant, vous réduisez vos moyennes, vous ne réduisez pas l'écart type autour ou l'ASD autour des moyennes. Donc, on gagne par le fait de réduire un effet placebo. On peut gagner, d'après nos estimations, jusqu'à 5% de variance expliquée, donc de bruit expliqué. Et nous, en réduisant l'erreur, on peut aller dans le domaine de la douleur neuropathique, si on prend un exemple comme celui-là, jusqu'à un gain de variance qui est supérieur à 30%. Donc, c'est vraiment des approches qui sont différentes, finalement. Et vous dites justement que l'un de vos grands marchés, et c'est naturel, ce sont les États-Unis. Est-ce que sur ce marché-là, il y a des différences et des critères sur lesquels vous pouvez vous exprimer, nous raconter comment vous voyez ce marché et comment justement votre questionnaire s'adapte à ce marché? Écoutez, donc en fait, on a eu des études et on en a certainement en cours maintenant. Les nôtres déjà, on va peut-être commencer par celle-là, quand on a fait notre preuve de concept dans la maladie de Parkinson. En fait, on a absolument voulu avoir des sites américains et des sites européens, et non seulement des sites américains, mais aussi
US et Spanish, hein, parce que ce sont des communautés différentes. Donc notre première expérience, en tout cas, était de ne pas voir dans la quantité de variances expliquées, nous ne voyons pas, en tout cas, de différences très importantes entre les différentes géographies. Donc on arrive par cette gestion finalement avec le machine learning à détecter, expliquer ce bruit, je ne vais pas dire indépendamment de la culture, mais en tout cas, ça ne l'entache pas beaucoup, hein. Et des études qu'on a vues, qu'on a déjà analysées avec les collaborations que nous avons. Donc, on a eu des des études qui étaient ou Europe ou US, ou les deux. De nouveau, en fait, on voit quelques différences, mais pas au point de, par exemple, diminuer cette explication de variance de moitié, hein. On est un peu moins prédictif, mais pas tellement. Et quand on a observé ça, on a tout de suite compris d'où ça venait. Et tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que maintenant, on collecte la façon dont le patient perçoit aussi le site clinique, hein. Et là, on gagne beaucoup d'informations aussi. Parce qu'évidemment, les médecins, l'attitude est d'essayer d'entraîner le personnel clinique à gérer son niveau d'empathie. Un médecin très empathique va forcément induire plus de réponses placebo, hein. Donc les firmes, et heureusement qu'elles le font d'ailleurs, essayent de gérer ça et que le site clinique ait finalement un comportement le plus neutre possible vis-à-vis du patient, hein. Donc ça, c'est déjà très très bien, mais le ressenti du patient est collecté, cette information, c'est aussi très informatif. Et de fait, on a constaté en tout cas les premières études où on a appliqué cette dimension, que là, ça contribuait pas mal à expliquer aussi ce qui se passait au niveau de la réponse placebo. Et indépendamment des géographies, parce que finalement, on prenait ces différences en compte, quelque part. Je note au passage qu'un intervenant empathique crée un effet placebo avec le patient. C'est bien ça. Connu. C'est connu. Oui, c'est effectivement connu. Alors, donc on sait ça depuis très longtemps, mais si vous vous imaginez vous-même devant votre médecin traitant généraliste et qu'il s'adresse à vous en vous disant, mais voilà, écoutez, franchement, moi j'ai déjà testé ça chez pas mal de patients, je trouve qu'on a de bons résultats, hein. Essayez quelques jours et puis on va en rediscuter. Plutôt que le médecin qui vous dit « Bon, écoutez, il y a sous vos traitements, je vous le donne, hein, on en reparle dans une semaine ». C'est pas exactement la même chose, hein. Donc oui, effectivement, l'empathie du médecin est connue, et d'ailleurs, à très bon escient, le médecin l'utilise, hein, pour évidemment induire finalement un bénéfice pour son patient. Ce qui l'intéresse, oui, c'est que le patient aille mieux. Donc voilà. Une petite question au passage qui porte sur le même sujet, c'est Émilie Dejean. Vous pouvez poser vos questions, hein, tous. L'effet placebo induit par l'empathie du soignant est-il durable? Tu en as ou deux? Alors, oui, ça c'est la question, c'est la bonne question, c'est la question à laquelle il est très difficile de répondre, c'est la durée de l'effet placebo. Alors, bon, il y a, bien entendu, les académiques ont essayé d'étudier ça, et dans des indications très, très différentes, hein. On peut aller de la douleur à la sclérose en plaques en parlant et en passant par le Parkinson. Alors, en fait, effectivement, on se rend compte que l'effet placebo peut durer sur au minimum plusieurs mois, voire même plus longtemps. Personne, à ma connaissance, n'a osé mettre ou émettre une opinion définitive sur la durée de cet effet. Mais on sait qu'il peut perdurer dans le temps, tout à fait. Et on le sait en particulier quand on conduit des études où on a vraiment un bras totalement en contrôle, qui lui ne reçoit absolument rien, ni traitement, ni placebo. Et c'est grâce à ça qu'on a pu essayer de voir effectivement,
d'affiner finalement la compréhension un peu plus aiguë de l'effet placebo. Donc oui, ça dure dans le temps. Maintenant, combien de temps, c'est très très difficile et probablement variable d'une maladie à l'autre. Oui. Merci pour cette réponse à Émilie. Quelle est la marge d'erreur que vous accordez de votre côté sur vos propres outils? En fait, je ne sais pas si à proprement parler, on peut parler de marge d'erreur. Nous, ce que nous faisons systématiquement, c'est tester que notre prédiction est pertinente. Donc, en fait, évidemment, c'est pour ça, malheureusement, qu'on n'est pas encore, d'ailleurs, dans le cancer. On pourrait parler des quality of life dans le cancer, mais dans toutes les aires thérapeutiques où nous sommes, évidemment, il y a un groupe placebo. Hein. Et donc, ce qu'on fait, puisque de toute façon, le modèle est loqué à l'avance, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet-là, mais donc, tout est cadenassé. Et donc, après, on reçoit toutes les données, on applique le modèle, et forcément, on regarde si dans l'indication, dans le groupe placebo, les prédictions qu'on a faites sont statistiquement significatives. Hein. Est-ce qu'on a bien prédit ceux qui allaient être des placebo-répondeurs. Et forcément, si on l'a bien fait dans le groupe placebo, on assume qu'on le fait bien sur tous les autres groupes. Donc, on teste en fait la qualité de la prédiction. Et pour vous donner une idée, j'ai évidemment pas des graphes à montrer ce soir, hein, mais pour les indications où on est déjà full validé, notre pertinence et la valeur de la p-value est de 0,001 hein, dans la majorité des cas. Donc, c'est quand même très, très robuste, en fait. Hein. Donc, c'est comme ça, en fait, que nous, on peut dire, ben voilà, oui, on a été capable de prédire et voilà quel est le degré de confiance que vous pouvez avoir dans la prédiction qu'on a faite. Très bien. Alors, il est 19h21. Vous pouvez poser votre question par écrit. N'hésitez pas. C'est à votre tour. Mais en attendant que les questions soient définies, je vais continuer un tout petit peu. La manière dont va évoluer votre outil, comment est-ce que vous voyez cet outil évoluer? Dans quel sens? Qu'est-ce que vous allez approfondir ou pas? Alors, certainement la première des évolutions, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est de le développer dans le plus d'indications thérapeutiques possible. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, pour être tout à fait franche, quand on a commencé avec la société, on pensait presque exclusivement la douleur. Parce que dans certains types de douleurs, si on prend la douleur neuropathique, l'effet placebo peut représenter jusqu'à 60% hein, de l'effet observé. Hein. Donc c'est quand même assez gigantesque. Donc on était vraiment parti là-dessus et peut-être on s'était dit oui, le CNS. Mais en fait, chemin faisant, on se trouve maintenant contacté par des firmes dans bien d'autres indications thérapeutiques. Et c'est vrai que, à la limite, ce que je vais dire est peut-être un peu extrême, mais comme notre but, c'est d'expliquer du bruit finalement, hein, c'est ça, c'est de réduire le bruit pour avoir une analyse la plus pertinente possible. En fait, c'est tellement simple parce qu'il suffit d'ajouter un questionnaire que vous pouvez imaginer faire ça, je dirais, presque systématiquement dans vos études. Hein. Donc, l'évolution, elle est vraiment jusqu'à atteindre un stade où ce soit plus un réflexe hein, de tester et d'évaluer chaque patient pour ce type de phénomène, plutôt qu'une question en début d'étude, va-t-on le faire hein, simplement lié à la facilité d'emploi, je dirais. Hein. Donc c'est surtout comme ça qu'on va évoluer. Évidemment, ce qu'on observe déjà, c'est que plus on accumule de l'information, plus les algorithmes sont prédictifs. Et à un certain stade, pour ceux d'entre vous dans l'audience qui sont un petit peu plus versés vers la statistique, forcément, si on explique du bruit, ben, on diminue la variance et donc à un certain stade, on peut imaginer diminuer le sample size. Hein, parce qu'en fait, on va calculer le power et les sample size sur de l'information qu'on a collectée précédemment. Hein, et donc, l'information collectée grâce à cet outil en fera partie, bien entendu. Diminution de variance, ben,
augmentation du power et diminution de la sample size. Donc, ce qu'on espère, en fonction des études douleurs qu'on a dans le pipe à la minute où je vous parle, c'est d'être probablement à ce stade-là d'ici 18-24 mois avec toutes les données qu'on aura déjà engranchées. Et après, ça viendra au fur et à mesure, suivant le nombre d'études qu'on aura dans les différentes indications thérapeutiques, en fait. Nouvelle question d'Émilie Dejean. Est-ce qu'il est possible d'imaginer de ne plus avoir de bras de contrôle si la prédiction est si précise et l'utilité dans les maladies rares? Alors oui, c'est une excellente question. Alors bon, évidemment, dans les maladies rares, c'est clair que là, on ne sait pas calibrer le modèle, mais j'y viens quand même parce que et là, probablement, les prochains mois seront assez déterminants. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, au travers des maladies, on a déjà vu des commonalités. Et ce qu'on dit maintenant aux sponsors qui arrivent chez nous avec une nouvelle indication, c'est que au départ, quelque part, on va déjà essayer de partir d'un modèle théorique que l'on a. Et on ne perd rien à tester ce modèle d'abord. Et si on arrive à prédire, eh bien, c'est déjà ça dans la toute première étude qu'on a gagné. Donc, cette explication du bruit, oui, effectivement. Je pense qu'à un moment, je l'espère en tout cas, on va pouvoir être tellement informés, nous, sur les paramètres qui sont prédictifs, qu'on pourra essayer dans une certaine mesure de les généraliser. Alors c'est pas pour le milieu de l'année prochaine, ça c'est certain. Donc il faudra certainement encore bien 1 an ou 2 pour ça, mais on n'expliquera peut-être pas autant que si on avait un bras placebo. Mais en tout cas, on sait, on l'a compris maintenant, en particulier en prenant la perception des patients qu'ils avaient du site ou en utilisant le questionnaire un peu amendé pour prédire quel patient peut être compliant, par exemple, eh bien oui, il y a, on le sait maintenant, des domaines que l'on peut utiliser de façon plus générique. Donc, oui, pour les maladies rares, je dirais que mon secret espoir est de pouvoir à un moment dire aux gens qui sont confrontés à des sample size tout d'abord très faibles, avec pas de bras placebo nécessairement parce que c'est pas éthique, de dire peut-être asseyons-nous autour de la table et essayons de voir si on peut avoir finalement des données un peu plus propres en utilisant la personnalité des patients ou de leurs accompagnants. Parce que ça, c'est très important aussi pour le pédiatrique, par exemple, Alzheimer, donc toutes les indications où le caregiver, l'accompagnant, lui-même fournit de l'information. Et ça aussi, pour la maladie rare, c'est important. Et on démarre là-dedans dans l'Alzheimer, d'ailleurs ici au début janvier, dans 2 études, où on prend non seulement le patient, ce sont évidemment des patients très légers, très, très récemment diagnostiqués, mais aussi l'accompagnant. Et ça, on pense que ça peut être effectivement puissant. Ouais. Bien, merci pour cette réponse. Le meilleur moment pour vous faire appel et quel est le profil type de votre interlocuteur? Quelles sont les sociétés les plus perméables à votre méthode? Alors, question piège. Bon. Alors, tout d'abord, la question la plus facile. Le meilleur moment, le plus tôt possible. En tout cas, pas tellement pour nous, mais c'est parce que récemment, on vous a demandé la traduction d'un questionnaire pour les Philippines. C'est pas évident à voir. Alors, on peut travailler avec MAPI et avoir tout ce qui est possible en cognitive debriefing. Parfois, il y a des géographies un petit peu exotiques. Alors, donc, je caricature un peu, mais de notre côté, je dirais que, en tout cas, si c'est une indication dans laquelle on n'a pas encore développé, calibré l'algorithme, tout d'abord, on va avoir une vraie discussion scientifique et puis on va voir si le protocole que la firme pense conduire nous permettra de calibrer.
Il nous est arrivé de refuser parce qu'on s'est dit, écoutez, si vous n'avez que cette étude et puis que dans la sphère des gens qui développent dans la même indication, je pense à l'épilepsie, il y a 2 ans, on discutait avec Jackie French et on a dit, bon, voilà, il n'y a pas assez d'études, donc on ne saura pas. Hein. Mais donc, il nous faut une certaine taille d'échantillon, pas grande, mais quand même, hein, pour pouvoir calibrer, donc le plus tôt possible, pour qu'on d'abord on passe cette première étape. Et puis, je dirais que s'il y a des opérationnels autour de la table ou des gens qui ont l'habitude de conduire des protocoles cliniques, c'est sûr que, je dirais, le plus tard possible, c'est 3 ou 4 mois avant d'avoir les startups des sites, en fait, hein, puisque, enfin, on va devoir faire certaines traductions, certainement, et puis on va devoir faire des setups de questionnaires électroniques, etc., quoi. Donc, idéalement, au plus tard, 3 ou 4 mois avant le début, et le plus tôt, le mieux, je dirais, suivant votre type de protocole. Alors, les clients types, alors ça peut être dans les top 5 pharma, comme dans les petites biotech qui cherchent encore des fonds, hein, ou des investisseurs qui veulent dérisquer. Donc, c'est finalement assez varié. Je suis très contente d'avoir l'opportunité de parler avec vous ce soir et de parler à des Européens parce que on s'est rendu compte malheureusement que effectivement jusqu'à présent on a eu plus d'audience aux US, donc merci à Biotech Finance. Donc c'est vrai que majoritairement je dirais pour l'instant nos clients actuels sont américains, hein, à 90%. Hormis quelques très gros groupes qui se situent en Europe. Hein. Voilà, mais c'est très, très, très varié et ça peut être des gens aussi en Australie. C'est vrai que finalement, on a quelques collaborations en Australie aussi. Donc voilà, très, très varié. Vous parliez tout à l'heure d'échantillons d'une certaine taille, de panels d'une certaine taille. Ouais. Quelle est la taille je dirais qu'au niveau du groupe placebo, en dessous de 40-60 patients, ça va quand même être un peu difficile pour nous de calibrer, quoi, hein. Donc, ça dépend. Vraiment, ça dépend du protocole, du design du protocole et de l'indication thérapeutique. Et la magnitude de l'effet placebo aussi peut varier. Hein. En Parkinson, vous allez avoir 35%. La douleur, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 60%. Hein. Donc voilà. Franchement, il faut s'asseoir et un petit peu revoir à quoi on a affaire, en fait, finalement. Hein. Vous avez aussi parlé vous l'évoquez, d'un accueil plus enthousiaste aux États-Unis par les clients américains. Quels sont les freins que vous rencontrez en Europe? Qu'est-ce qui fait, même en Europe ou aux États-Unis, parce qu'il peut y avoir des freins aux États-Unis aussi? Oui. Je pense qu'en fait, au début, ça a été surtout que on avait démontré ça seulement dans la douleur. Si je prends l'exemple de ce qu'on va faire dans la maladie de Parkinson, la firme Texto nous a dit ah ben pour nous vous étiez douleur, mais quand vous avez fait le release des données en Parkinson, alors on s'est dit ah oui, donc il y a peut-être quelque chose. Hein. Donc le fait d'avoir des précédents dans d'autres indications thérapeutiques, je crois que ça conforte forcément, hein, l'idée. Alors, au début, je ne vous le cache pas, on avait énormément la question qu'en pensent les agences réglementaires. Forcément, je mets moi-même la question sur la table. Tout d'abord, ça dépend aussi à quel niveau d'interlocuteur vous parlez. Quand vous êtes en phase 2, ce que vous voulez, c'est surtout ne pas tuer un bon produit. Hein, et éviter une étude qui n'est pas conclusive et devoir la répéter. On sait que pour une biotech, c'est une catastrophe parce que là, pour le coup, il y a plus d'argent. Et pour une pharma, c'est aussi assez dommageable. Hein. Donc là, je dirais que la question réglementaire se pose moins. De fait, donc maintenant, ça sortira début de l'année prochaine. On est co-auteur d'un papier avec quelqu'un de l'EMA. Et c'est vrai qu'on va se trouver en meeting de type C avec la
la FDA donc au début de l'année prochaine. Donc, les gens avec lesquels on travaille nous suivent aussi de ce niveau-là, et on a une communication excessivement transparente. Donc, des nouvelles indications. Maintenant, ils savent que oui, on peut aller vers la FDA ensemble et dire, bon, voilà, au niveau du pré-IND ou IND, on voudrait mettre placebo comme covariable de primary endpoint, peut-on discuter ensemble, hein? Donc, je crois qu'au début, c'était vraiment une grosse barrière, ça l'est de moins en moins, parce que voilà, je crois que sur ce continent, on commence à être un petit peu plus connu, et finalement, intervient comme critère de décision qu'il n'y a aucun risque, et que c'est finalement une assurance, une police d'assurance, au cas où il se passerait quelque chose dans l'étude, et surtout dans les études qu'on sait à risque à cause de cet effet. Et donc, c'est ça qui prend certainement maintenant le pied sur avant. Ah oui, mais vous ne l'avez pas encore montré avec d'autres. Ce qui reste quand même plus souvent le cas en Europe, comme commentaire, hein. Voilà. Donc, voilà, on est très satisfait de l'année 2021 parce que là, on a vu vraiment un shift, en fait, à ce niveau-là. En fait, vous êtes en compétition avec les habitudes, les traditions. Ça, c'est vrai. Oui, oui, parce qu'en fait, surtout bon, c'est un fait établi. Tout le monde sait qu'il y aura un effet placebo. C'est comme si on vivait avec, quelque part, hein. Ben non, maintenant il y a moyen de faire quelque chose, faisons-le. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais comme vous le dites, oui, les traditions, c'est vrai que aussi il faut laisser à notre secteur ce qui lui appartient. C'est quand même quelque chose de compliqué, c'est très complexe. Donc tous les cliniciens, tous les gens qui ont des plans, qui sont en charge de plans, le savent. Donc il n'y a pas qu'une recette. Donc nous, on dit pas, on vient là avec, on a la solution, c'est le Saint Graal, mais pas du tout. On dit, on va pouvoir vous dérisquer, on pense au temps, hein. Mais en même temps, il y avait des techniques établies sur le training des patients ou le training des sites que forcément nous-mêmes encourageons les sponsors à continuer à faire, puisqu'on sait que ça explique un petit peu de bruit, hein. Donc, et on est très complémentaires, on n'explique pas du tout la même chose. Donc oui, il y a des choses qui étaient déjà en place, qui vont rester en place, et tant mieux, c'est très bien comme ça. Et puis, il y avait... est-ce qu'on peut vraiment y faire quelque chose? Parce que ça fait quand même 20 ans qu'on se le coltine, et c'est quand même très, très embêtant, mais on vit avec. Voilà. Je vais laisser Émilie préciser. Elle parlait de peut-on avoir ce paramètre en critère d'exclusion, mais j'aimerais bien préciser quel paramètre. Le placebo response, oui, moi je vois, Voilà. je vais décrypter. Donc en fait, donc l'idée c'est effectivement si on identifie au départ quelqu'un comme étant placebo répondeur, hein, grâce au score qu'on va lui donner, est-ce que on peut l'exclure de l'essai clinique? Alors, et ça a été une tendance en fait pendant longtemps, où on faisait des designs, des protocoles où on avait ce qu'on appelle une lead-in phase, c'est-à-dire qu'à tous les patients on donnait du placebo, puis au terme de cette période, les patients qui étaient placebo répondeurs, on les enlevait. Et puis on randomisait, hein, en placebo, et on traitait les patients qui restaient. Et moi-même, j'ai fait ça dans la dépression, on ne va pas dire il y a combien d'années, mais un certain nombre d'années. Alors en fait, certainement la technologie peut dire au départ, oui, ce patient est plus placebo-répondeur qu'un autre. Alors maintenant, est-ce que ça a un intérêt? En fait, moins qu'on ne pense. Et il y a eu plusieurs méta-analyses qui ont été conduites justement sur ces lead-in phases, qui ont montré que malheureusement, on n'avait pas gagné beaucoup au niveau du pouvoir statistique. Et en fait, nous-mêmes, maintenant que nous sommes capables de dire dans les groupes traités et non traités, ceux qui sont placebo-répondeurs et autres, on a conduit nos propres simulations. D'ailleurs, si ça intéresse Émilie, je peux lui envoyer un poster qu'on a fait à ce sujet-là. Et on se rend compte, en fait, que si on enlève des placebo-répondeurs, eh bien, on ne gagne pas beaucoup
franchement, très, très, très peu. On gagne très, très peu. Et de nouveau, c'est parce qu'on diminue la moyenne placebo, mais c'est tout. Et surtout, on peut éventuellement enrichir la population en nocebo. Donc, à ces patients qui ne répondent à rien. Et là, ça peut être dommageable, évidemment, parce que ces patients, non seulement certainement ne répondent pas au placebo, mais ne vont pas répondre au traitement non plus. Donc, il faut vraiment. Donc, c'est à chaque firme, au moment de son plan de développement, en early phase, si c'est stratégiquement valable, nous, on dit client, finalement, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui êtes le maître d'œuvre. Dans des phases plus lointaines, là, on est franchement dans l'enrichment en population. Et là, il faut discuter avec l'agence parce que c'est un autre débat. On enrichit l'essai en placebo non répondeur. Donc là, pour le label, la notice, c'est un problème. Mais c'est au cas par cas de nouveau, quoi. Parfait. On ne va pas ouvrir le débat sur le nocebo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On est parti pour des heures. Eh bien, il est 19h40. Alors, je vous propose, vous recevrez le mail de Dominique Demolle pour lui poser vos questions en direct. Je vous propose de vous l'envoyer à chacun si vous le souhaitez. Je vous remercie à tous d'être venus et d'avoir assisté à ce webinaire. Je remercie surtout notre intervenante Dominique. Merci à vous. Pour cette présentation. Juste un petit mot pour la suite des événements. La semaine prochaine, le 8 décembre, on reçoit Stéphane Ragusa pour PrediLife, qui est dans la prédiction santé, qui établit des bilans avant tout très sophistiqués sur les personnes qui le souhaitent de manière volontaire. Et puis le 13 décembre, on retrouve Antoine Papiernik. Vous connaissez Antoine Papiernik, c'est le président et managing partner de Sofinova. On avait décidé qu'on faisait tous les 4 mois une intervention, puisque Antoine a une vision globale de la finance et du soutien des biotech dans le monde, et il va revenir pour nous faire un peu l'actualité de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Et tous les 4 mois, on fait ce tour d'horizon global et très intéressant. Voilà, je vous remercie tous vraiment pour cette soirée, pour être venus avec nous. Merci à vous, Dominique. Et merci puis, beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir.